Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, je suis extrêmement heureuse comme toujours de vous retrouver. Je suis un petit peu fatiguée là, j'ai failli pas la faire cette vidéo, c'est vraiment un miracle parce que j'avais prévu de passer mon week-end en pyjama à ne rien faire. Je me suis motivée à la dernière minute parce que vraiment le sujet du jour me passionne et j'avais tellement envie de faire cette vidéo. Ça fait déjà 2 semaines que je dois la faire. C'était supposé être le sujet de ma vidéo précédente, mais avec l'actualité j'ai voulu parler de Lisa Montgomery. Donc aujourd'hui, enfin, je vais aborder ce sujet que j'attendais tant. Je tiens à faire une petite correction avant qu'on commence. Dans ma vidéo précédente, je parlais de vidéos quotidiennes. Bien évidemment, c'est pas le bon terme que j'ai utilisé, c'était pas ça que je voulais dire. C'est des vidéos hebdomadaires que je fais. Même si j'adorerais ça, pouvoir faire des vidéos quotidiennes, honnêtement, ça me ferait tellement plaisir de pouvoir faire ça tous les jours. Mais pour le moment, j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai pas vraiment le temps de faire ça tous les jours, là. Mais un jour peut-être, qui sait. Donc en attendant, merci d'être là pour nos rendez-vous hebdomadaires. Donc pour notre sujet du jour, on va s'envoler directement en direction de la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, mais si c'est pas le cas, je vous le recommande grandement. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois déjà et honnêtement, je compte bien y retourner une 3e fois. Si jamais vous avez l'occasion, que vous voulez être dépaysé un petit peu, Nouvelle-Orléans, c'est votre destination. Lorsque l'on pense à la Nouvelle-Orléans, on pense forcément immédiatement à la musique, la nourriture cajun, le jazz, les maisons pleines de joie et de couleurs, à la nourriture cajun, aux colliers de perles colorées, au Mississippi, au Bayou, la fête et la nourriture cajun, que je vous recommande vivement d'essayer un jour. Mais la Nouvelle-Orléans, c'est aussi des lieux hantés, des légendes urbaines, du vaudou, une des plus grandes communautés de vampires y vivant encore à ce jour, et Delphine Lalaurie. Tous les habitants de la Nouvelle-Orléans frissonnent lorsqu'ils doivent passer devant la maison du 1140 Royal Street. Chaque jour, des dizaines de touristes venant du monde entier se rendent tout spécialement à cette adresse pour pouvoir voir de leurs propres yeux la maison de l'horreur et se faire conter par les guides touristiques du coin les faits qui se sont passés derrière les murs de l'imposante demeure. Beaucoup d'entre vous doivent peut-être déjà connaître le personnage de Delphine Lalaurie, ou en tout cas en avoir déjà entendu parler, notamment grâce à la série télé American Horror Story, où dans la saison 3, elle est représentée, interprétée par la merveilleuse Kathy Bates. Beaucoup des détails de la vie de Delphine Lalaurie y ont été représentés parfaitement, mais il y a quand même quelques petits détails qui n'ont pas été représentés dans la série, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui contient des détails quand même assez graphiques et pouvant être perturbants, donc si vous avez le cœur sensible, peut-être à nouveau vous abstenir de regarder cette vidéo, mais à l'inverse, si vous avez le cœur bien accroché, asseyez-vous, on va commencer. Delphine Lalaurie, née sous le nom de Marie-Delphine McCarthy, voit le jour en Louisiane, plus précisément à la Nouvelle-Orléans, le 19 mars 1787. Ses parents sont Barthélemy McCarthy et Marie-Jeanne Anne L'Érable. Ils sont tous les deux membres de la communauté créole de la ville, étant mi-français, mi-irlandais, et ils font partie de la haute société. Le cousin de Delphine, Augustin de McCarthy, était d'ailleurs à l'époque le maire de la Nouvelle-Orléans, donc autant vous dire que toute la famille était très respectée et renommée. Delphine passera donc son enfance dans la richesse et la mondanité, entourée des personnes les plus influentes de la ville. À cette époque, les esclaves étaient toujours quelque chose de plutôt commun, malheureusement, mais une révolution commençait à voir le jour et les esclaves commençaient à se révolter contre leur maître. L'oncle de Delphine sera d'ailleurs tué des mains de ses esclaves. Cette révolution montante commençait à effrayer de nombreuses personnes, ce qui déboucha sur un renforcement disciplinaire ainsi que de nouvelles règles très strictes auxquelles les esclaves devaient se plier. Delphine épousa Don Ramón de López y Angulo en 1800. Il s'agissait d'un officier royal espagnol. Don Ramón perdra la vie en 1804 alors que Delphine était enceinte de leur premier enfant. Leur fille, Marie Borja Delphine López y Angulo, verra le jour quelques jours seulement après le décès de son père. Delphine se remarie en 1808 avec Jean Blanc, qui était un très célèbre banquier, juge législateur et marchand. Autant dire un véritable couteau suisse. Suite à leur mariage, Jean achète pour toute sa petite famille une magnifique maison située au 409 Royal Street, dans le vieux carré de la Nouvelle-Orléans. Delphine et Jean auront au total 4 enfants ensemble. Marie-Louise Pauline, Louise Marie-Laure, Marie-Louise Jeanne et Jean-Pierre Paulin Blanc. On peut pas faire plus français pour les noms. Le père de famille perdra malheureusement la vie en 1816, laissant Delphine seule avec les enfants. Delphine se remariera néanmoins une 3e et dernière fois, 9 ans après le décès de son précédent mari.
Et c'est en 1831 qu'ils achèteront ensemble la fameuse maison de l'horreur, située au 1140 Royal Street, où elle vivra avec son mari et 2 de ses enfants. Ils travailleront sur la maison pendant plus d'1 an où ils feront construire un 3e étage qu'ils transformeront ensuite en grenier et qu'ils utiliseront comme quartier de résidence pour leurs esclaves. Delphine était une femme mondaine très respectée qui avait pour habitude d'accueillir de nombreux événements prestigieux sous son toit. Elle recevait chez elle la classe haute de la ville et était apparemment très appréciée des autres pour son accueil chaleureux et sa générosité. Malgré ça, une rumeur commença à naître dans les rues de la Nouvelle-Orléans disant que Delphine était extrêmement abusive envers ses esclaves. Ce que beaucoup auront du mal à croire car en public elle était toujours très polie avec les esclaves des autres, de même qu'avec les siens, et elle était très respectueuse envers les personnes de couleur. Mais le regard et la démarche de ces esclaves trahissaient pourtant la vie terrible qu'ils menaient lorsqu'ils étaient seuls face à Delphine. Ces rumeurs commençant à prendre de l'ampleur dans la ville, un avocat fut envoyé chez les Lalaurie pour contrôler un petit peu ce qui s'y passait et leur rappeler les règles de traitement d'esclaves ainsi que les limites à ne pas franchir. En sortant de l'imposante demeure, il déclara qu'il n'avait rien vu d'anormal et que Delphine avait l'air de suivre les règles à la lettre. Mais ayant très mal pris les soupçons de ses voisins, Lalaurie continua d'organiser ses grandes soirées mondaines, mais diminuera de moitié la liste des invités, s'assurant de ne plus convier les personnes pouvant nuire à sa réputation. Ses propres filles étaient apparemment terrifiées par leur mère. Elles étaient décrites comme extrêmement calmes, ne parlant jamais et ayant l'air toujours apeurées et très pâles. Elles auraient à plusieurs reprises tenté de nourrir les esclaves de la famille derrière le dos de leur mère, mais après s'être fait prendre en flagrant délit, se sont fait battre très sévèrement à plusieurs reprises. Le 10 avril 1834, un incendie se déclara dans la maison des Lalaurie. Les pompiers arrivèrent immédiatement et découvrirent la cuisinière de la famille âgée de 70 ans. Elle était toujours en vie et était enchaînée à la cuisinière. Elle avoua immédiatement avoir sciemment mis le feu à la cuisine dans l'espoir de se suicider. Le docteur Lalaurie et sa femme furent alors aperçus s'échappant des flammes, avec dans les bras tous leurs biens personnels ainsi que leur argent qu'ils s'étaient empressés de récupérer, mais aucun esclave ne fut vu à leur côté. Ils n'avaient même pas pris la peine d'essayer de sauver un seul d'entre eux. Il a même été prouvé un peu plus tard que dès les premiers signaux de fumée, le premier réflexe de Lalaurie a été de fermer à clé la porte du grenier, s'assurant donc d'enfermer absolument tous ses esclaves à l'intérieur. Elle prétendra ensuite aux pompiers que la maison était vide et que tout le monde était sorti sain et sauf. Des voisins étant au courant de ce qui se passait sous le toit des Lalaurie tenteront tout de même tant bien que mal d'ouvrir la porte du grenier pour essayer de sauver les esclaves y étant enfermés, en vain. Delphine et son mari prirent immédiatement la fuite et quittèrent la Nouvelle-Orléans avant que leur terrible secret ne soit révélé. Le feu ayant été contrôlé, les autorités ont pu enfin accéder à la maison et découvrir avec horreur tout ce qu'il s'y passait. Ils ouvrirent la porte du grenier et découvrirent en premier lieu une femme enfermée dans une cage minuscule avec les os complètement brisés, dû au fait certainement que Lalaurie avait dû la forcer à rentrer dedans, car d'après leur dire, la cage était tellement petite qu'aucun être humain, aussi petit soit-il, n'aurait pu rentrer dedans. Une autre femme ayant eu les 2 bras amputés et des coupures circulaires extrêmement profondes tout le long de son corps, tentait tant bien que mal encore de ramper pour pouvoir s'échapper de la maison. Delphine adorait jouer au docteur en procédant à de nombreuses expérimentations sur ses esclaves. Beaucoup d'entre eux avaient eu les membres coupés puis regreffés sur le corps d'autres personnes, sur le ventre, dans leur dos ou au milieu de leur côte. Une autre femme ayant été retrouvée ce jour-là avait tous les membres amputés puis réattachés à différentes parties de son corps. L'une des expériences préférées de Lalaurie consistait à pendre ses esclaves par les poignets. Elle leur ouvrait ensuite le ventre pour en sortir leurs intestins, qu'elle enroulait tout autour de la taille de sa victime, la laissant ainsi dans de terribles souffrances jusqu'à ce que mort s'ensuive. Elle prenait un immense plaisir à voir souffrir ses esclaves sous ses yeux et au fur et à mesure du temps, elle commença à trouver toutes ces petites expérimentations un peu trop banales à son goût et décida de se lancer dans une grande collection d'objets de torture. Sa collection fut bien évidemment très rapidement remplie et son objet de torture préféré s'avéra être un collier en fer avec des pics à l'intérieur ayant pour principe de perforer très lentement la peau de celui qui le portait à chacune de ses respirations, lui infligeant donc une mort extrêmement lente et douloureuse. Elle avait aussi pour habitude de prendre de longs bains dans une baignoire entièrement remplie du sang de ses victimes, pensant que cela l'aiderait à conserver sa beauté et sa jeunesse. Les autorités découvrirent donc tous les corps démembrés ainsi que les objets de torture et les expériences auxquelles se livrait la dame de la maison.
La bâtisse fut donc entièrement fouillée et suite à toutes les découvertes macabres qu'ils venaient déjà de faire, ils trouvèrent en plus de cela un nombre infini de squelettes humains. La plupart d'entre eux contenaient des trous assez importants au niveau du crâne, dû apparemment à un bâton que Lalaurie enfonçait dans le crâne de ses victimes jusqu'à atteindre leur cerveau. Les rumeurs disent aussi qu'elle avait pour habitude d'enterrer ses victimes vivantes. De nombreux corps de femmes et d'enfants furent d'ailleurs retrouvés enterrés sous la bâtisse. Les esclaves des Lalaurie passaient une immense partie de leur temps dans le grenier, attachés par des haillons au mur et au plafond de la pièce, et les seuls moments où ils pouvaient sortir de cette pièce-là, c'était pour se faire battre et torturer par Lalaurie. Elle en laissait certains d'entre eux attachés de cette façon durant des mois et attendait tout simplement de les voir mourir. Ils étaient tellement terrifiés par elle que certains d'entre eux ont préféré mettre fin à leur vie plutôt que d'avoir à continuer de vivre dans ces conditions. Comme la petite Lia, âgée de seulement 12 ans à l'époque. Alors qu'elle coiffait les cheveux de Delphine, elle passa la brosse un petit peu trop fort sur un nœud qui s'était formé dans les cheveux de cette dernière, et Delphine partit dans une rage folle, se mettant à poursuivre la petite Lia dans toute la maison, lui hurlant dessus avec un fouet à la main. L'enfant terrifiée monta jusqu'au 3e étage où elle se réfugia dans une des chambres, et prise de panique à la vue de Delphine s'approchant d'elle, elle ouvra la fenêtre et sauta. Elle perdra la vie immédiatement. Et jusqu'à ce jour, beaucoup de personnes se demandent encore si Lia avait sauté d'elle-même ou si Delphine l'avait poussée de la fenêtre. Suite à cet incident, Delphine fut jugée et eut à payer un 300 $ d'amende pour le mauvais traitement de Lia. Une enfant vient de mourir et sa seule punition, c'est de payer un 300 $ d'amende. Ses esclaves lui furent retirés et placés dans une nouvelle famille, mais Delphine, ne lâchant rien, paiera la famille en question pour les récupérer. Certains des esclaves ayant survécu à leur passage chez les Lalaurie déclareront qu'aucun homme n'ayant été vu entrer dans le grenier n'en est jamais ressorti vivant. Malgré toutes les accusations contre elle, Lalaurie avait toujours le support incontesté de son mari qui défendait chacun de ses actes. À chaque fois qu'une personne avait le malheur de critiquer la façon dont ils s'occupaient de leurs esclaves, il perdait littéralement son sang-froid. Un juge du nom de Jean-François Canonge ayant pris connaissance de l'existence du fameux collier à épines que Delphine utilisait contre ses esclaves, en parla à Léonard qui lui répondra, et je cite, « Certaines personnes feraient mieux de rester chez elles et de se mêler de leurs affaires plutôt que de dicter leurs lois sur la maison et la façon de vivre des autres. » Des registres ont pu prouver la mort officielle de 12 esclaves entre 1830 et 1834, mais les causes de décès n'ont jamais été dévoilées. Ces 12 personnes incluaient 6 enfants. 2 de ces esclaves furent libérés volontairement par Lalaurie, ils se nommaient Jean-Louis et Devins. Ils tenteront à l'époque de reporter les tortures ayant lieu sous le toit de la maison de Royal Street, mais étant des esclaves, personne n'a jamais pris leur témoignage en considération. Lalaurie était une femme inhumaine qui torturait aussi bien les hommes, les enfants et les femmes, mais elle avait en elle une rage toute particulière pour ses esclaves hommes, auxquels elle faisait subir des traitements encore plus inhumains. Si je puis dire, parce que je pense pas qu'il y ait aucun de ces traitements qui puisse être considéré comme humain. Cette histoire est très certainement l'histoire la plus infâme et mortelle de l'histoire de l'esclavage, et je suis certaine que tout comme moi, en ce moment même, vous bouillonnez de rage de vous dire que cela a pu exister et que tous ces faits étaient réels. On dirait presque qu'on parle d'un scénario de film d'horreur, j'ai du mal à m'imaginer que tout ceci se soit réellement passé. Je tiens tout de même à rappeler que oui, Lalaurie est un monstre, on est tous d'accord là-dessus, mais il faut savoir aussi que tous les esclaves de l'époque étaient traités pas mal de la même façon, et des milliers d'hommes et femmes ont perdu la vie suite aux horribles traitements leur ayant été infligés. Beaucoup d'entre eux passaient leur vie avec des chaînes attachées autour du cou ou des chevilles, et mouraient assez jeunes de malnutrition ou autres maladies. L'esclavage était une pratique encore autorisée jusqu'en 1865, ce qui semble totalement fou parce que quand on y pense, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que tout le monde ou presque était au courant de tout ce qui se passait derrière les portes de l'incroyable demeure. Mais malgré cela et les nombreuses dénonciations des habitants de la Nouvelle-Orléans, Delphine n'a jamais été jugée pour les crimes qu'elle a commis. Elle prit la fuite pour Paris où elle passera le reste de ses jours avant de mourir en décembre 1849 à l'âge de 62 ans. Elle sera malgré tout enterrée au cimetière Saint-Louis numéro 1 de la Nouvelle-Orléans où il est toujours possible aujourd'hui de voir sa pierre tombale. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que la maison du 1140 Royal Street est l'une des maisons les plus hantées au monde, et le fait qu'elle soit restée inhabitée durant de nombreuses années suite aux découvertes macabres y ayant été faites n'a fait qu'alimenter ces rumeurs. Beaucoup des futurs occupants de la maison ont déclaré avoir vu des objets bouger tout seuls ainsi que d'avoir entendu des voix, ils ont donc déménagé très rapidement après cela. La maison aura été transformée de nombreuses fois au fil des années, tout d'abord en tant qu'école pour jeunes filles, puis en conservatoire de musique et enfin comme bâtiment résidentiel. En 2007, l'acteur Nicolas Cage achètera la bâtisse où il passera plusieurs mois. Il pensait que de vivre dans l'une des maisons les plus hantées des États-Unis l'aiderait dans l'écriture de l'un de ses livres.
Il revendra ensuite la maison en 2009. Il y a quelques années encore, il était possible de faire une visite guidée de la maison, mais elle est malheureusement aujourd'hui fermée au public. La Nouvelle-Orléans regorge d'histoires paranormales. C'est une ville remplie d'histoires et de mythes. Et en parlant de paranormal et de mythes, je voulais faire une petite parenthèse dans cette vidéo car j'avais envie de parler d'un des restaurants du Vieux Carré qui est aussi réputé comme étant extrêmement hanté. Il s'agit du Muriel's, restaurant mythique se trouvant sur Jackson Square, à seulement 5 minutes à pied de la maison des Lalaurie. Avant que le Muriel's ne soit transformé en restaurant en 2001, il a connu de nombreux propriétaires ainsi que de nombreuses tragédies. L'homme ayant hérité du terrain lors de la construction de la ville de la Nouvelle-Orléans en 1718, il fit construire un bâtiment où il entassait tous ses esclaves. En 1743, le bâtiment fut racheté par un certain Jean-Baptiste Détréan, un homme extrêmement riche qui transforma le bâtiment de fond en comble et y fit installer une salle de bal ainsi qu'une salle de musique. À la mort de ce dernier, la maison sera rachetée par Marigny, un homme possédant de nombreuses plantations qui utilisera la demeure comme résidence principale. En 1788, un incendie éclata, oui, à nouveau, et il brûlera une grande partie des bâtiments se trouvant dans le Vieux Carré, incluant la maison de Marigny. Il abandonna la maison à moitié en ruine et un homme du nom de Pierre-Antoine Jourdan racheta le terrain et entama de rebâtir la demeure de fond en comble. Les travaux étant enfin acheminés, il était extrêmement fier de son travail et n'avait qu'une hâte, c'était de s'installer dans la maison avec sa famille. Il jouera néanmoins la maison sur un pari avec un autre homme et perdra ce pari. Étant totalement dévasté à l'idée de devoir se séparer de ce terrain qu'il aimait tant, il décida de se suicider à l'intérieur de la maison au 2e étage. C'est alors que, quelques années plus tard, un sénateur de la Louisiane s'y installa. Il tombera extrêmement malade très peu de temps après et mourra au 2e étage à nouveau de la maison. Suite à cela, la maison sera à nouveau en travaux pour devenir en 1891 le bâtiment sous la forme dont on le connaît aujourd'hui. Le 2e étage du restaurant, étant aujourd'hui une pièce dédiée au spiritisme, était à l'époque l'endroit où Pierre-Antoine Jourdan a mis fin à ses jours, ainsi que celui où les esclaves perdirent la vie. De nombreux touristes et employés déclarent aujourd'hui que cet étage serait extrêmement hanté et avoir vu de nombreuses fois l'esprit de Jourdan se promener entre les tables. Certains objets ont aussi été aperçus flottant ou étant projetés dans les airs. De nombreuses investigations paranormales y ont été effectuées et à chaque fois, des bruits anormaux et des ombres y ont été aperçus. Si vous avez la chance d'y aller un jour, vous verrez peut-être au 2e étage, celui dédié au spiritisme, une table dressée en tout temps contenant du pain et du vin. Cette table est dédiée à l'esprit de Jourdan et les employés du restaurant la dressent méticuleusement chaque jour. Donc si un jour vous allez visiter la merveilleuse ville de la Nouvelle-Orléans, n'oubliez pas de faire un petit arrêt par la maison de Madame Lalaurie et de prendre une pause déjeuner en compagnie des esprits du Muriel's. J'espère avoir pu vous donner envie de visiter cette ville, ou pas d'ailleurs. En tout cas, j'ai été extrêmement contente de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est l'une de mes destinations préférées, donc je pourrais en parler du matin au soir. Si vous avez déjà visité la Nouvelle-Orléans puis que vous connaissez d'autres endroits à découvrir avec des histoires paranormales ou des endroits où des crimes se sont déroulés, surtout écrivez-moi ça dans les commentaires. Je compte bien aller visiter la Nouvelle-Orléans une 3e fois, donc comptez sur moi pour aller visiter tous ces endroits. J'ai d'ailleurs pas encore eu la chance d'aller dîner au Muriel's, mais croyez-moi que c'est la première chose sur ma liste. Partagez-moi dans les commentaires votre avis sur ces 2 histoires et si vous avez déjà eu la chance d'y aller, dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 endroits. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!